Et maintenant, que va-t-il se passer après cette négociation en quasi direct hier soir à Washington? Que va-t-il se passer pour la guerre en Ukraine? Pour en débattre, bienvenue à vous. Je commence par vous, Constance Le Grip, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et bienvenue à Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas. Vous êtes le représentant, je fais court, du parti républicain en France. Nicolas Conquer, que dites-vous de ce qui s'est produit hier soir, de ce deal que nous avons vécu en direct, en mondiovision carrément? Alors oui, c'était une réunion qui était rien de moins que historique. On a vu Donald Trump avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche dans un cadre tout à fait apaisé, cordial, chaleureux avec les dirigeants européens. C'est important de noter que même lors de la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas eu autant de dirigeants européens présents à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de la Maison-Blanche, il n'y a jamais eu autant de dirigeants européens autour de la table. Donc ce que ça montre, c'est une véritable prise en compte par Donald Trump de cette coalition des volontaires, de renforcer la position de l'Europe dans sa situation de défense face aux menaces auxquelles elle peut être confrontée. Et je pense que le timing impulsé par Donald Trump est très favorable en faveur de la paix, et notamment en vue du peuple ukrainien, avec aussi ce rappel des garanties de sécurité sur le long terme. Donc je suis très enthousiaste et très confiant pour une issue qui sera jamais assez rapide, mais qui va quand même à un train assez rapide, et tout le monde doit se forcer de le constater. Une première réaction également avec vous, Constance Le Grip. Vous sortez aussi enthousiaste que Nicolas Conquer de ce qui s'est passé hier soir? L'enthousiasme n'est pas le premier sentiment qui domine chez moi. Maintenant, je reconnais bien volontiers qu'il y a une incroyable accélération du calendrier diplomatique depuis particulièrement les événements de cette nuit et la rencontre que moi aussi je n'hésite pas à qualifier d'historique à Washington, avec Zelensky entouré de la plupart des grands leaders européens et le président Trump, et que personne ne peut déplorer cette accélération du calendrier diplomatique. Maintenant, beaucoup de questions sont devant nous. Ça n'est qu'une toute première étape. Il y a eu les doutes d'Emmanuel Macron quand même à la sortie, pour qui Poutine n'arrêtera pas la guerre. Oui. Tous les dirigeants européens ainsi que le président Zelensky sont convaincus que au jour d'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le président Poutine ne veut pas la paix. Le président Poutine veut l'Ukraine. Et donc on part de ce postulat-là qu'il y a un agresseur, la Russie de Poutine, un agressé, l'Ukraine, et que à ce stade, il y a encore eu des bombardements cette nuit de l'armée russe sur plusieurs villes d'Ukraine. Il n'y a aucun signe avant-coureur d'une quelconque volonté de paix, entre guillemets, manifestée par le régime de Vladimir Poutine. Donc bien sûr qu'il nous faut être extrêmement méfiants. On a quand même plein de souvenirs historiques de ce que aussi bien la Russie que Poutine ont toujours eu du mal à respecter leurs engagements. Maintenant, il y a quelques avancées, et nous sommes aux côtés, bien évidemment, de toutes celles et de tous ceux qui veulent faire avancer les choses pour arriver à la fin de ce conflit sanglant. Nicolas Conquer, n'avez-vous pas la sensation tout de même, je rebondis sur ce que dit à l'instant Constance Le Grip, qui se montre prudente et a raison, que les 7 Européens étaient un brin spectateur hier soir quand même. Ça s'est passé beaucoup entre Trump et Zelensky, parfois en mode détente, il fallait donner le change après ce qui s'est produit en février, qui était très désagréable. Et puis il y a ce coup de fil de monsieur Trump qui dit je vous laisse, et qui va au fond débriefer en cours de route avec Poutine en personne au bout du téléphone. Surprenant, non, quand même, Nicolas Conquer? Tout d'abord, je vais peut-être pas nuancer mon optimisme, mais dire que je suis optimiste, mais à la fois prudent, et que cet espoir de paix, il doit quand même laisser la place au doute et de pas tomber dans une candeur ou une naïveté béate. On le sait, la Russie et Poutine ont déjà trahi leurs engagements. Mais ça, c'est parce qu'il y avait des démocrates et des leaders faibles à la Maison-Blanche, et parce que les accords qui avaient été négociés l'avaient été mal négociés. Aujourd'hui, ça vous a pas échappé
qu'on a un nouveau leader fort à la Maison-Blanche, qui est Donald Trump. Je fais une parenthèse, Nicolas Conquer, avec vous, quand Trump dit à plusieurs reprises c'est la guerre de Biden. Non, c'est la guerre de Poutine. Il faut le préciser quand même, honnêtement. Non, mais ce qu'il veut dire à travers ça, c'est que c'est une guerre qui a éclaté et dont lui, il a hérité. Et donc, lui, encore une fois, c'est les républicains qui vont mettre fin à des conflits qui ont été initiés par des démocrates. Ensuite, sur votre question... Non, les conflits n'ont pas été initiés par des démocrates. Constance Le Grip. Sous des démocrates. Non, le conflit n'a pas été initié par un président démocrate. Il faut quand même le dire. Non, mais vous avez compris, ça a éclaté lors d'une administration faible. Et c'est ça que ça montre. Et c'est ça qui doit nous interpeller et nous faire prendre conscience. Et Donald Trump nous donne ce réveil, ce sursaut, qu'il faut qu'on prenne compte qu'il y a un nouveau réalisme dans les relations internationales, que le monde se redessine et qu'on doit garantir notre défense. Et on a failli, on a tardé à renforcer notre effort de défense. Depuis les années 90, vous avez des gens comme Lionel Jospin qui disaient que le budget de la défense était une variable d'ajustement. Ça a été continué à droite comme à gauche. Et donc, il faut y revenir. Le coup de fil. Je reviens sur votre question. Vous dites que c'est un coup de fil, comme si Donald Trump allait se faire coacher par Poutine en pleine discussion. C'est absolument sournois et mal intentionné comme question. Non, j'ai pas dit ça. Non, Nicolas Conquer, comprenons-nous, c'est une négociation dans la négociation. Le 10e participant était de l'autre côté au téléphone. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de coaching de la part de... C'était au beau milieu de l'ennemi. Imaginez Vladimir Poutine dans ses pantoufles qui s'est fait réveiller et qui a été tenu au courant immédiatement de la progression et sur une impérative nécessité d'organiser cette réunion tripartite. Donc que certains d'aucuns voudraient quadripartite, je ne sais pas, mais en tout cas l'enjeu est que ça se déroule rapidement et de pouvoir continuer ses efforts. Et donc vous savez, Donald Trump c'est un deal maker et également un peacemaker. Ça nécessite d'informer tout le monde et d'avancer rapidement. Donc que ça choque l'esprit européen à son ordre protocolaire très très lent, très très Quai d'Orsay, très feutré. Il y a un rythme qui est celui de Donald Trump qui impose sa dynamique et il faut monter à bord. Et les vies ukrainiennes ne demandent pas moins que ça. Donc voilà l'enjeu. Et je pense que non, c'est pas une question de spectacle. Il y avait tout à fait leur place et au contraire une volonté de montrer qu'une Europe forte est souhaitée et attendue de la part des Américains et nécessaire pour notre propre sécurité, rappelons-le. Constance Le Grip, il va plus vite que nous, Trump, que nous les Européens, comme l'explique Nicolas Conquer. Il va vite, incontestablement. Il est animé par la volonté de faire des deals, je reprends l'expression commune, et se donne des objectifs. Il ne va pas aussi vite que ce qu'il avait peut-être annoncé devant les Américains pendant sa campagne électorale, mais il va vite. Et encore une fois, cette accélération du calendrier diplomatique, du calendrier de rencontres des uns et des autres, d'échanges sur les sujets de fond, nul ne peut le déplorer. Maintenant, ce qui est important, c'est de garder bien présent à l'esprit que c'est une nouvelle architecture de sécurité en Europe, mais aussi plus largement, je dirais, dans le monde, qu'il nous faut dessiner, que pour cela, la présence des Européens, à commencer par celle des deux pays qui sont dotés de la puissance nucléaire et également membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir le Royaume-Uni et la France, est absolument essentielle, et que nous devons bien garder présent à l'esprit quelques principes simples. Il y a un agresseur et un agressé. On ne peut pas redessiner le monde, je reprends l'expression de mon débatteur, par la force et par la puissance militaire. Il y a des respects de garanties de sécurité, de droit international, le respect des frontières, le respect de tout le travail international doit pouvoir être assuré, et on ne peut pas laisser un dirigeant du monde, fût-il celui du Kremlin, redessiner à sa guise par la force la carte du monde. Donc c'est de tout cela dont il s'agit. Ces principes simples, ils doivent guider notre action. Je pense qu'il est important de réaffirmer ce que le président Trump n'a toujours pas dit aussi clairement, et Anchorage à cet égard a été quand même un moment assez désastreux, qu'il y a un agresseur, celui qui a commis les premiers actes de guerre, l'invasion à grande échelle du territoire d'une nation souveraine et indépendante, et un agressé. Et qu'à partir de ces principes simples-là, on peut effectivement continuer à discuter en vue de la paix. Bien sûr, il faut que le conflit sanglant cesse, mais qu'on arrive à organiser
une sécurité et une stabilité, et non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'ensemble du continent européen, de manière robuste, de manière solide. Nicolas Conquer, des traités sur du droit, sur des vraies conditions, des piliers sérieux de paix, de stabilité et de sécurité. Nous allons marquer une pause tous les deux, je vous garde avec nous pour ce débat. Juste une réaction, Nicolas Conquer, à ce que vient de dire Constance Le Grip. Je vous vois frémir. Non, mais encore une fois, de juger confortablement depuis Paris ou depuis sa villégiature ce qui s'est passé en Corrège, ça me semble un peu facile. Il y a quelqu'un qui est le seul qui a pu ramener Vladimir Poutine à la table des négociations. Si vous aviez à gérer ces discussions en faveur de la paix, vous y prendrez sans doute autrement. En tout cas, je remarque qu'il y a une personne dans la salle qui y arrive. Ensuite, j'aimerais avoir un peu plus de concret plutôt que des phrases creuses sur les engagements de sécurité, de voir ce que ça va impliquer et que vous nous expliquiez comment est-ce que cet effort des dépenses va être supporté, quels efforts vont être mis, quelles repriorisations vont être faites en France pour qu'on puisse assurer notre effort de défense. Il faut qu'on arrive à matérialiser ça. Je rappelle que c'est le volontarisme de Donald Trump qui a fait qu'on a augmenté notre effort de défense en France. Désormais, il faut savoir comment on va le faire, parce qu'on avait l'air de dire c'est que des déclarations. Comment est-ce que ça se matérialise, et avec des engagements concrets, factuels, chiffrés, et que ça fasse lieu de vraies dissuasions. Allez, 9h17. Bien sûr qu'il faut des engagements concrets. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a un énorme travail qui a déjà été engagé. Allez, 9h17. Oui, c'est ça. Merci de faire le job. Nous continuons dans un instant, le débrief de ce qui s'est dit, de ce qui va se produire après cette étonnante séquence hier soir à Washington. Vous réagissez à 0826 300, vous nous appelez sur l'antenne de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Aquili. Avec à 9h20 nos deux invités pour débattre de ce qui s'est passé hier soir dans le bureau ovale à Washington concernant la guerre en Ukraine. Nous sommes avec vous, Nicolas Conquer, porte-parole de Républicains Overseas. Vous êtes le représentant du parti républicain en France. Et vous, Constance Le Grip, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Je vous propose à tous les deux, parce que c'est le principe sur Sud Radio, de donner la parole à nos auditeurs 0826 300 300, et nous sommes avec vous, Luc. Bonjour Luc. Bonjour Jean-François, bonjour à vos invités. Merci pour eux. Vous nous appelez du Perreux-sur-Marne. J'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé hier soir. Quel est votre regard ce matin ? Oui, bien sûr, j'ai suivi ça avec intérêt, comme beaucoup de gens, je suppose. Mon regard est effectivement, je suis un peu d'accord avec Nicolas Conquer, c'est que il y a M. Trump qui a pu réaliser ce tour de force. Je ne suis pas béat d'admiration devant M. Trump, mais là, j'avoue que il a bluffé, à mon avis, une partie de la classe politique. Néanmoins, effectivement, l'important c'est de réaliser une rencontre entre M. Poutine et M. Zelensky. Mais on ne voit pas de paix se profiler, je pense. Je pense qu'on a un peu mis la charrue avant les bœufs en négociant des conditions de protection de l'Ukraine vis-à-vis d'un éventuel rebondissement de la guerre. Mais le plus important, effectivement, c'est ce qui va se passer dans 2 semaines. C'est-à-dire, grosso modo, le cessez-le-feu, au moins. Non, un cessez-le-feu, à mon avis, ne fera pas bouger les lignes. Moi, ce que je souhaite, c'est effectivement, comme beaucoup de gens, c'est la paix. Mais la paix ne pourra se concevoir que par entre guillemets, un hold-up qui fera date dans l'histoire. C'est bien là le problème. Vous plantez le décor. Merci Luc, merci pour votre regard. Vous étiez en direct du Perreux-sur-Marne. Nicolas Conquer, effectivement, le plus difficile commence. Il y a cette rencontre acceptée de part et d'autre de Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, ce qui est quand même un événement en soi depuis le début de cette guerre. Cette rencontre bipartite, comme l'on dit, et à ce moment-là, et c'est Monsieur Zelensky qui le dit, les éventuelles concessions territoriales exigées par la Russie à l'Ukraine seront une question qui sera évoquée. Il dit, Zelensky, que nous laisserons entre moins
et Poutine. Là-dessus, Nicolas Conquer, comme le disait à l'instant notre auditeur Luc, c'est quelque chose de très difficile finalement, parce que la Russie, pays agresseur, risque quand même d'obtenir des gains territoriaux très importants. Tout à fait. Dans ce qui est très difficile, on l'a dit, c'était une promesse de campagne de Donald Trump de mettre fin à ce conflit en 24 heures. Ça vous a pas échappé, ça a été rappelé par Madame la députée. À ceci près que Donald Trump, il est à la Maison-Blanche depuis 6 mois, il a déjà obtenu 6 accords de paix et celui-ci est sans doute le plus complexe. On a voulu dire toutes sortes de choses sur le sommet d'Alaska d'il y a 3 jours, comme quoi ça aurait servi à rien. Moi, je suis tout à fait opposé à cet élément de langage en disant que, au contraire, il y a eu tout à fait un changement considérable, ce qu'on appelle un game changer, où enfin Vladimir Poutine a consenti à rencontrer Zelensky. Et ça, c'était le meilleur espoir qu'on pouvait obtenir en faveur de la paix. Encore une fois, ça a été favorisé par Donald Trump. Ensuite, effectivement, les concessions, elles vont être terribles pour le peuple ukrainien qui combat pour sa défense aux grandes dames de nombreuses vies qui ont été perdues. Mais peut-être que aujourd'hui, ce qui semblait inenvisageable il y a quelques semaines encore, et j'ai gelé. Oui. Oui. Et que Constance Le Grip réagissez à ce que dit Nicolas Conquer à l'instant. Est-ce que vous n'avez pas Est-ce que vous n'avez pas la sensation, Constance Le Grip, qu'il va y avoir quelque chose de très douloureux pour les Ukrainiens ? Ah, c'est incontestable, et ça fait 3 ans et demi depuis l'invasion en grande échelle que le peuple ukrainien souffre, qui voit son intégrité territoriale, mais aussi l'intégrité physique de toute une génération être violée. Et c'est depuis de nombreuses années, avec l'annexion de la Crimée, que le peuple ukrainien, que la nation ukrainienne a à souffrir de la terrible agression russe. Bien évidemment, il y a des moments extrêmement difficiles sur le plan politique et diplomatique qui se profilent pour la nation ukrainienne dans les jours et les semaines à venir. Mais moi, je n'entrerai pas dans le sujet des concessions territoriales éventuelles à faire. La question, c'est est-ce que c'est le prix à payer je ne sais pas, de laisser Louhansk, Donetsk et les 2 autres contrées à Poutine. C'est au président Zelensky, c'est à la nation ukrainienne libre et souveraine de décider. Moi, je ne veux même pas entrer là-dedans. Maintenant, les experts géopolitiques, les experts militaires savent quelles sont les villes que la Russie et les régions, les oblasts, que la Russie n'arrive pas à conquérir militairement, n'arrive pas à conquérir par la force et par le sang versé, et que ce soit vraiment un comble, que ce soit, je dirais, dans des négociations en vue de la cessation du conflit, que la Russie parvienne à ses fins et parvienne à gagner les terres qu'elle convoite et qu'elle n'arrive pas à conquérir du fait de la très héroïque résistance ukrainienne. Maintenant, tout le reste, c'est du ressort, encore une fois, de l'indépendance et de la souveraineté des autorités ukrainiennes, à commencer par celle du président Zelensky, que je suis effectivement heureuse de voir être conforté dans son rôle de leader de la nation ukrainienne. Que le président Poutine semble accepter de le rencontrer est une chose importante. Le plus important à moyen et long terme, parce qu'il faudra effectivement faire cesser ce conflit, faire cesser le sang versé, ce sont les garanties de sécurité qu'il faut construire. Je rappelle qu'il y a au sein de la coalition des volontaires depuis de nombreux mois un très important travail qui est mené par les experts, par les militaires, par les diplomates. Il y a eu un déplacement il y a quelques semaines des 2 chefs d'état-major militaires britanniques et français à Kiev pour discuter avec les militaires ukrainiens de ce que pouvaient représenter les garanties de sécurité. Concrètement, sur le terrain, la force de réassurance, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tout cela va pouvoir se mettre en place? Ce gros travail, il a beaucoup avancé. On a finalisé certains sujets au mois de juillet. Et comme l'a dit Zelensky, il va y avoir une accélération de ce travail entre occidentaux. C'est très important également que les États-Unis, pour la première fois, aient accepté de participer à ce travail et de participer aux garanties de sécurité. Justement, Nicolas Conquer, je rappelle que vous portez la parole du grand vieux parti républicain en France. Oui. Cette histoire de garantie de sécurité, il y a d'abord cet accord
l'accord annoncé par Volodymyr Zelensky d'un contrat à 100 milliards de dollars d'achat de matériel militaire américain que les Européens vont financer dans cette histoire. Mais est-ce que ça veut dire... Et l'OTAN. Est-ce que ça signifie, merci Constance Le Grip de le préciser, est-ce que ça signifie, Nicolas Conquer, que les Américains... pour participer à cette, on va dire, ces garanties de sécurité physiquement, c'est-à-dire que dans le cas d'agression nouvelle, eh bien, ça engagerait aussi les troupes américaines, même si elles ne seront pas forcément positionnées en Ukraine. Alors, on n'a pas encore les détails de l'accord. Il a été question d'avoir des dispositions similaires à celles de l'article 5 de la charte de l'OTAN qui vise à défendre tous les États si l'un est attaqué, donc un peu tous pour un. Maintenant, et c'est surtout cette aide militaire avec les systèmes d'équipement type Patriot, c'est le fleuron de l'industrie de l'armement américain qui est craint et redouté par toutes les puissances hostiles, qui sera sans doute une force déterminante et de sécurisation. Il y aura également toute une présence, à mon avis, européenne et à la fois américaine pour la reconstruction de cet État ukrainien qui est vraiment meurtri, en ruine après ces 3 ans de conflit, qui vont, selon moi aussi, conforter aussi cette stabilisation et cette sécurisation. Donc on n'a pas encore, je ne vais pas faire de surpromesses. Maintenant, moi j'attends à ce que désormais les responsables politiques et les gouvernants présentent concrètement les engagements concrets pour mener à bien ces engagements de 100 milliards. C'est pas anodin. Il ne faut pas juste en rester à des déclarations. Constance Le Grip. Tout le travail qui est en train de se faire, sachant que aussi bien le président Macron que Marc Rubio l'ont encore dit et redit cette nuit, la première des garanties de sécurité pour l'Ukraine dans le futur, c'est d'avoir une armée ukrainienne puissante, forte, très équipée, très nombreuse, sans limitation ni dans l'équipement ni dans le nombre. Tout ça, c'est très important et doit nous amener tous collectivement, et je pense que c'est maintenant également tout à fait la position américaine, à refuser l'une des exigences fortes de Poutine, à savoir la démilitarisation de l'Ukraine. Il ne saurait être question de cela. La première des garanties de sécurité, si l'on veut éviter une nouvelle dans le futur agression russe contre le territoire ukrainien, contre la liberté des Ukrainiens, c'est une armée ukrainienne puissante, très, très dotée et qui puisse compter sur la solidarité effective des Occidentaux, des Européens et des Américains. Et puis, pour le reste, effectivement, un gros travail militaire est déjà engagé, va continuer à l'être pour qu'on en apprenne un peu plus sur ce qu'il est possible de présenter en termes de garantie de sécurité. C'est très important qu'il y ait une unité dans la mesure entre les Occidentaux, dans la mesure des moyens entre les Européens disponibles des Européens, Constance Le Grip. Il y a cette dimension-là aussi. Attendez. Oui, je rappelle effectivement que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, que la France a quand même déjà fortement augmenté son budget militaire. Mais beaucoup de retard budgétaire. On en sera à un doublement de nos dépenses militaires, donc nous faisons notre part, et certainement qu'il faudra non seulement continuer, mais amplifier au fur et à mesure que les menaces sont grandissantes dans le monde contre nos démocraties européennes et éventuellement également contre la nôtre, et que par ailleurs, il y a la question de la saisie des avoirs russes gelés. Moi, je suis partisane avec d'autres, nous n'avons cessé de plaider pour aller vers la saisie des avoirs russes gelés. Je rappelle qu'il y a là au minimum quelques 210 milliards de dollars qui sont gelés, qui sont ce qu'on appelle les avoirs russes gelés en Europe, rien qu'en Europe, je ne parle même pas de ce qu'il y a au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Vous dites quoi ? Nous pensons qu'il faudrait pouvoir, concrètement, il y a des obstacles effectivement juridiques, diplomatiques, je ne méconnais rien de tout cela pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, mais moi j'avance à nouveau l'idée que si on veut être crédible, si on veut être... il faut montrer des muscles, c'est ce que vous dites, s'il faut être sérieux, s'il faut être robuste, il faut remettre sur le tapis la question, par-delà uniquement l'exploitation des intérêts des avoirs russes gelés, la question de la saisie des avoirs russes gelés en tout ou partie pour contribuer à l'effort militaire, pour contribuer à l'effort de reconstruction de l'Ukraine. Ça me semble être l'une des pistes à continuer à creuser. Bien entendu. Nicolas Conquer, nous allons conclure avec vous, après ce qu'a dit Constance Le Grip sur les avoirs russes, sur cette capacité à assurer la sécurité, si tant est que ce soit possible, de l'Ukraine. Juste un mot, il y a ces oblasts qui ferment la mer d'Azov. Ils semblent aujourd'hui difficilement récupérables par l'Ukraine. Comment est-ce que vous voyez les semaines qui viennent, Nicolas Conquer ?
Moi, je les pense ardues, avec des négociations âpres, mais qui vont sans doute mener à une issue qui sera jamais assez rapide, mais j'ose espérer d'ici la fin de l'année. Parce qu'il faut évidemment avoir conscience que le temps géopolitique n'est pas celui des réseaux sociaux. Et donc, on s'attend tout simplement à ce que ça se fasse en un claquement de doigts. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied. Donald Trump, il sacrifie beaucoup de son capital politique. Et c'est pas juste une photo à Washington qui va régler tout ça. J'aimerais bien juste dire une chose, c'est qu'on a toujours, beaucoup de personnes ont prêté à Donald Trump le fait de vouloir déclencher la Troisième Guerre mondiale. J'aimerais que beaucoup, et peut-être Madame la députée la première, puissent reconnaître qu'au contraire, Donald Trump est un véritable artisan de paix et que, comme beaucoup s'accordent à le dire, son effort en faveur de la résolution de ce conflit, comme bien d'autres, justifie qu'on présente des excuses, et sans doute que même Macron le premier le présente comme étant nobélisable si ses efforts sont fructueux. Ce que tout le monde souhaite, au-delà de la breloque du Nobel de la paix, c'est surtout reconnaître les efforts menés par Donald Trump plutôt que de tomber dans la détestation idéologique a priori par principe parce que c'est Donald Trump, et qu'on ait un regard plus apaisé sur l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Et il y aura d'autres débats, bien évidemment. Vous serez forcément conviés à poursuivre dans les semaines, peut-être même les mois qui viennent, pour voir ce qui va se sortir de ce qui s'est passé de façon quand même assez historique hier soir à la Maison-Blanche. Merci Constance Le Grip, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Merci à vous Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas. Vous êtes le représentant du Parti républicain des États-Unis en France. Il est 9h34 à suivre. Nous allons pousser la porte de la cuisine des chefs sur Sud Radio.